Il a adressé un message personnel au président de la Ce jour, je suis son surmoi. Je lui dis, hey, qui c'est qui t'a amené là? Elle va tomber à genoux. En disant, Ça fait longtemps qu'on dit qu'elle va tomber à genoux. Hein. Je vous ai entendu pendant la campagne dire qu'elle allait tomber à genoux. combien de temps ça a pris en Argentine avant qu'il tombe à genoux? Ça a pris 10 ans. 10 ans de malheur, vous voulez? Non. C'est pourquoi moi je dis dès maintenant, il faut arrêter. Je vous dis une chose, quand elle sera tombée à genoux, la zone euro va être secouée. Mais si l'Espagne tombe, et si maintenant, paraît-il, on va s'en prendre à la France, parce que c'est ce que j'ai lu dans The Economist, plus 2 ou 3 marioles allemands qui donnent des leçons, M. Schröder, le social-démocrate qui a gouverné ce pays, qui l'a mis dans la misère sociale et qui maintenant est un employé de Gazprom. Je réclame la parole, M. Oui, mais Mélenchon. vous dites maintenant, on s'attaque à la France. Donc j'ai le droit de réagir et de dire passionnément pour ma patrie, attention, à un moment ou à un autre, il va falloir se battre. C'est ce que je dis à François Hollande. Pas simplement faire le gentil garçon, caresser la tête du MEDEF, dire I am not dangerous. Il faut qu'il se batte pour la France, il ne le fait pas suffisamment. Je pense qu'il doit... Ah ben c'est clair qu'il faut se battre et ne pas accepter que Mme Merkel décide du saut de l'Europe. Il le fait. Ah bon? Vis-à-vis d'Angela Merkel, non? Qu'est-ce qu'il a fait, dites-moi? Oui, il explique qu'il a réorienté la politique européenne avec un pacte de relance pour la croissance. Ça, c'est le piège des mots, vous voyez, Mme Roux. C'est ça qui est terrible. Ah bon? Ben oui, il appelle un plan de croissance, un budget de 120 milliards, qui est une somme ridicule, dont la moitié était déjà dans le budget européen, et le reste va fonctionner par un point. C'est ça qu'il appelle un pacte de croissance. Il dit, j'ai renégocié le traité, alors il est incapable de nous dire quelle est la ligne ou la virgule qui a changé. Venons au projet de contre-budget. À votre contre-budget. Le contre-budget, c'est celui qu'a présenté Jacques Généreux et Guillaume Étiéran. Je ne veux pas qu'on m'attribue tout, vous voyez. C'est un contre-budget qui propose près de 132 milliards d'euros de recettes et 101 milliards de dépenses supplémentaires, ce qui fait également 30 milliards d'économies. Qui paye? Là où se trouve la fortune colossale de la France, c'est d'abord ce qu'il faut dire. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire. La France n'a jamais eu autant d'argent à l'étranger. Jamais. Vous savez combien on en a? 5 400 milliards à l'étranger. Mais qui a cet argent? C'est les entreprises, les... Qui? Je ne sais pas, dites-moi. Beaucoup les banques, non? Vous ne croyez pas? Les compagnies d'assurance. Madame Roux, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous placez 1 euro sur 2 de vos économies ou 1 euro sur 2 de ce que vous avez comme sous à l'étranger? J'arrive pas à comprendre. Je n'ai pas d'économie, moi, personnellement. Mais... Vous payez une assurance quand même, non? Oui. Pour votre voiture, pour votre maison. Ah, vous êtes d'accord? Comment ça se fait que 1 euro sur 2... Cet argent-là est à l'étranger. Oui, pourquoi il est investi à l'étranger? Alors on rapatrie cet argent-là? Vous croyez pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le bon sens, non? À chaque fois on me dit... Donc alors la question c'était qui paye? Ce sont les banquiers, les assureurs? Exactement. Ceux qui aujourd'hui ont des masses considérables d'argent et ne l'investissent pas dans la production. S'il le faut, si c'était moi qui avais le pouvoir, je les obligerais à consacrer une partie de leurs avoirs à des investissements productifs en France, comme ils sont en train de le voter en ce moment en Argentine. Et les patrons, qu'est-ce que vous en faites des patrons? Mais de qui vous parlez? Parce que je ne sais pas, en général, dans votre discours, il y a toujours les patrons. En général, c'est pas le camp des gentils, hein, les patrons. Non, mais attendez, vous allez voir, parce que vous allez avoir la surprise, là, puisque vous me donnez l'occasion de le faire. Les patrons, c'est comme les paysans. Il y a les petits et les gros. Les gros sont cachés derrière les petits. Quand on dit le patronat, la plupart du temps, ça me fait très mal réagir. Il n'y a pas un patronat. Il y a des très petites entreprises qui ont une vie tout à fait différente de la très grande entreprise du CAC 40 et celle qui est liée au milieu financier. Ceux-là sont les parasites. Quand vous apprenez que Sanofi, deuxième capitalisation boursière du pays, qui est devenue la première en passant devant Total, a pour objectif d'améliorer sa rentabilité et que l'État, nommé François Hollande, va lui faire un nouveau cadeau d'impôt sur les sociétés, est-ce qu'on ne marche pas la tête à l'envers? Pendant ce temps-là, la petite entreprise, la très petite entreprise, qui souvent n'a qu'un seul client, elle, est étranglée, elle ne trouve pas une banque qui lui prête 1 centime. C'est normal, ça? Non. Donc il faut arrêter de globaliser, d'abord arrêter d'appeler le MEDEF les entreprises, parce que les entreprises, le MEDEF ne les représente pas. Le MEDEF représente les actionnaires, et c'est pas pareil. Une entreprise, c'est un collectif de travail. C'est de la qualification, c'est du savoir-faire, c'est des brevets. On commence par s'occuper de ça, et de la qualité de la marchandise qui est produite, de sa qualité écologique et sa valeur d'usage. Au lieu d'être obnubilés comme des marchands de saucisses que sont tous ces économistes de circonstances par le prix. Expliquez-moi pourquoi Sanofi ne produit plus de paracétamol. Pourquoi? Je ne sais pas, vous avez certainement la réponse. Eh bien non, la réponse c'est que ça ne lui rapporte pas d'argent, il fait autre chose. Eh bien moi je voudrais qu'on continue à en produire en Europe et pas seulement en Chine. Et vous pensez qu'ils resteraient dans ces conditions-là, les patrons? Mais les entreprises, les grands groupes? Allez, vous voyez, vous remélangez tout. Si vous me parlez des très grands patrons... Alors on parle de Sanofi, on parle des très grands groupes qui produisent en France. Oui, mais il faut changer la gouvernance.
Mais moi, ma ligne est claire. Le modèle de l'écosocialisme, c'est un modèle dans lequel on définanciarise l'activité. Je ne suis pas d'accord pour que l'objectif de l'entreprise Sanofi, ce soit de passer, d'améliorer le bénéfice des dividendes. Voilà, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour que dans mon pays, on donne plus d'argent pour les dividendes que pour les cotisations sociales. François Hollande, il fait rien. Il le sait tout ça. Quand il a voyagé avec des patrons pour aller en Pologne, donc il y avait Henri Proglio notamment. C'est parfait. Ça les promène? Oui. Ça vous choque pas? C'est son rôle, c'est pas son rôle? On l'a toujours fait ça. On a toujours fait ça et c'est bien. Il faut aller avec ceux qui dirigent les entreprises dans les autres pays. Le problème, c'est de savoir ce que font ces entreprises. Si on les emmène en Pologne pour aller repérer des travailleurs à pas cher, pour ruiner les travailleurs français, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous demandez qu'on mette sous condition les aides octroyées aux entreprises dans le pacte de compétitivité? On réclame des conditionnels. La conditionnalité, on parle de ça? C'est le point de départ. Le Front de gauche a toujours exprimé l'idée que quelque aide publique qu'il y ait, à supposer qu'il y ait besoin d'aide publique, soit conditionnel. C'est pas possible de continuer à donner de l'argent comme ça. Je vous ai donné 2 exemples tout à l'heure. Quel rapport il y a entre une petite entreprise qui va bénéficier du crédit d'impôt sur la société et Sanofi qui gagne déjà 120 millions de crédits recherche? Vous trouvez ça normal? Eh bien, on va encore leur donner des millions d'impôts. François Hollande, oui, il trouve ça normal. On y vient. Mardi dernier, ça tombe bien. Mardi dernier, moment capital. Ça tombe bien. Mardi dernier, moment capital pour le président. Il a donné sa première conférence de presse, l'occasion de fixer un cap, de définir une stratégie du redressement. Avec le rapport gallois, le chef de l'État répond aux attentes des entreprises sur la compétitivité. Certains y voient un tournant politique. Un point sur les moments clés de cette conférence de presse avec... Ma mission, elle est simple. C'est de parvenir à redresser la croissance et à réduire le chômage. Et c'est sur ces résultats, ces seuls résultats, que je demande à être jugé par les Français. Voilà pourquoi j'ai voulu, avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, relever les 3 défis majeurs que sont la réorientation de l'Europe, ma mission, elle est simple. C'est de parvenir à redresser la croissance et à réduire le chômage. Et c'est sur ces résultats, ces seuls résultats, que je demande à être jugé par les Français. Voilà pourquoi j'ai voulu, avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, relever les 3 défis majeurs que sont la réorientation, le désendettement de la France et la compétitivité de l'économie. Le premier de ces choix, c'est la réorientation de l'Europe, avec le pacte de croissance, 120 milliards d'euros, avec l'union bancaire, c'est-à-dire la supervision des banques, ces banques qui avaient été à l'origine de la crise aux États-Unis, puis en Europe. Dans la même période, j'ai pu enfin faire introduire la taxe sur les transactions financières. Je dis enfin parce que l'idée courait depuis longtemps, mais qu'il fallait trouver 11 pays, enfin 10 pays avec la France, pour faire cette coopération renforcée. Cette taxe pourra voir le jour dès le début de l'année prochaine. Le second choix que j'ai fait pour notre pays et au nom de notre pays, c'est le désendettement. J'ai demandé au Premier ministre pour le quinquennat de conduire 50 milliards d'euros d'économies sur 5 ans, 10 milliards par an. Et nous aurons aussi à financer le plan de compétitivité, car j'y viens. Si le désendettement, c'est le premier étage du redressement, le second, c'est la compétitivité. Derrière ce mot, il y a tout simplement l'emploi. Nous allons avoir une hausse de chômage continue pendant 1 an. Et ça va être difficile à vivre pour des familles, pour des territoires, pour des entreprises. Nous allons vivre ça. Et c'est suffisamment douloureux pour que je me dise, ben voilà, nous allons concentrer à travers les armes nouvelles, les emplois d'avenir, le contrat de génération, le pacte de compétitivité, concentrer à travers les armes nouvelles, les emplois d'avenir, le contrat de génération, le pacte de compétitivité. Nous puissions inverser seulement la courbe du chômage. Je reviendrai devant vous, puisque tous les 6 mois, nous continuerons cette conversation. Et vous me poserez cette question. Est-ce que vous tenez
J'ai pris cet engagement. J'en répondrai. La politique française à la petite semaine, il y en a ras-le-bol, vous voyez. Maintenant, moi aussi, je suis journaliste, je suis fatigué comme tout le monde et j'en ai marre d'être obligé de commenter des inepties. Sauf qu'Alain Juppé a fait les statuts de l'UMP. Qui voulait faire de l'économie sans Europe, sans banque, sans CAC 40, sans patron. Vous n'avez pas été emballé par cette conférence de presse? Mais d'où vous tirez que je veux faire... Ah, mais c'est le début de l'émission, là. Ah non, 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 moi, les banques sont absolument indispensables, mais pas celle-là. Moi, je suis pour une banque publique. Ça aide, on a besoin que l'argent circule et tourne. Ce que je reproche aux banques, c'est de pas de faire leur métier. C'est de ramasser un argent fou en Europe pour aller l'emmener dans le reste du monde, et au lieu de le mettre en Europe, c'est ça que je leur reproche. Mais c'est aussi absurde que si on reprochait à quelqu'un d'avoir des bras ou des jambes. On a besoin d'un système bancaire, on a besoin de crédit. Mais ces gens sont des trouillards et des parasites, c'est ça le problème. Les patrons parasites, il y avait les patrons voyous non, et les patrons parasites. J'ai parlé des banques, des établissements bancaires qui ont un comportement de parasites. Quant au patronat, je vous ai déjà dit tout à l'heure, il y en a deux catégories. Vous avez, il y a les bons et les gentils. Il y a ceux qui sont dans la très grande entreprise colonisés par la finance et ceux qui sont sur le terrain caricaturés tout le temps. Bon, on a le droit à la caricature. Vous savez que j'ai fait des études. Hein. Ah bon? Non, je ne suis pas un sauvage. Hein. Oui, mais donc vous pouvez me parler comme si j'étais quelqu'un d'intelligent. Mais parce que vous êtes jamais dans la caricature. Hein. Non, mais les gens. Est-ce que vous êtes parfois dans la caricature ou pas? Mais vous avez vu que moi j'y mets de l'humour. Rire. Hein? Du sourire, c'est pas de l'humour. Bah, c'est agréable, non, à cette heure-ci, c'est toujours un plus dimanche, agréable, un sourire. Mais je veux vous faire remarquer, Caroline Roux, que quand je dis les choses, j'aimerais qu'on les prenne pour ce que j'ai dit, pas pour autre chose. Je n'ai jamais dit que je rêvais d'un monde sans banque, etc. Comme vous, peut-être, je rêve d'un monde parfait et meilleur. Mais déjà, on peut l'améliorer, ce monde, c'est ça qui compte. On peut le rendre meilleur en évitant que ceux qui ont déjà tout continuent à faire la loi. Vous connaissez Carmus? Oui. Figaro Magazine, c'est à lui maintenant, il vous interpelle. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, je vais essayer de vous parler donc, de manière intelligente à propos de cette conférence de presse. Moyen, mon cher Carl. Vous me le direz après. Non, mais si vous ne me caricaturez pas, vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, allez, on va essayer. Courage à demain. Lors de cette conférence de presse, tout le monde a parlé d'un virage et d'un tournant sur la politique. Et au fond, vous qui connaissez François Hollande très bien, puisque vous avez été au Parti Socialiste avec lui, vous l'avez vu démarrer quand il était jeune député dans les années 80, vous l'avez combattu en 97 d'ailleurs au Congrès de Brest pour essayer d'être premier secrétaire à sa place. Donc vous le connaissez bien, vous n'avez pas pu tomber dans le panneau, vous savez que ce n'était pas ni un virage ni un tournant. Au fond, cette conférence de presse, c'était quoi? C'était un retour aux sources. Un aveu. Vous voyez, bon, c'est un retour aux sources. Attendez, je termine juste. Je vous en prie. Parce qu'au fond, qui est François Hollande? On a retrouvé là l'homme des transcourants, le doloriste, le président des clubs témoins. Donc au fond, vous, qui le connaissez très bien, qui saviez ça, la question qu'on se pose, c'est comment vous avez pu appeler vos électeurs au mois de mai à voter pour François Hollande après la campagne que vous aviez faite, sachant que vous connaissiez François Hollande et que vous saviez donc, là je m'adresse à vous, à l'homme intelligent, vous saviez qu'il y aurait cet événement au mois de novembre. Je le fais avec le sourire comme Caroline. Oui, mais d'abord, vous avez raison de dire que pour moi, c'est en tournant public, si vous voulez. Il ne faut pas qu'on joue au plus fin. Le fond de l'affaire, vous, moi, on l'a lu depuis des années, on sait qui il est. Moi, j'ai ressorti ces textes des années 80 où il dit exactement ce qu'il dit aujourd'hui. Donc vous saviez pendant la campagne qu'il arriverait à ce point-là. C'est aussi pour ça que j'ai fini par les quitter. C'est que j'ai vu sa ligne l'emporter progressivement dans le Parti Socialiste. Bien, donc on a vu ça arriver. Mais après, vous avez un peu trompé vos électeurs alors. Attendez, c'est ça que vous vouliez. Oui, c'est ça l'idée. Il y a plusieurs idées, mais il y avait celle-là. Vous allez voir, monsieur Méhu, je vais tout bien vous expliquer, vous allez comprendre d'un coup. Donc, mais pour beaucoup de gens, pour des millions de gens, c'est pas ça l'enjeu. Ils participent pas au congrès du Parti Socialiste, ils élisent un président de la République. Donc, qui allait-il élire? Moi, j'aurais préféré qu'ils me désignent moi pour le deuxième tour. Mais c'est pas moi qu'ils ont choisi. Moi, j'avais une cohérence politique et n'est pas celle-là. Bon, ils choisissent, c'est comme ça, c'est les institutions, c'est pas moi qui l'ai décidé. Au deuxième tour, il n'y a plus que 2 candidats. Au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Donc la question qui s'est posée à moi, c'est de savoir qui il fallait éliminer. Évidemment, celui qui portait la politique que je combattais. C'était pas M. Hollande, c'était M. Sarkozy. Pourquoi je combattais M. Sarkozy? À cause du traité Merkel-Sarkozy, à cause de la politique de l'offre, à cause de la TVA sociale, à cause de sa vision.